Merci. Ce sera pour la voiture. Comment? Ça va? Je crois, oui. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs membres de toute la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs de la presse écrite, parlée, télévisée et bien entendu en ligne, chers compatriotes. Au nom de mes collègues, le pasteur Florinor Calixte et Laurent Saint-Cyr, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de ces 2 journées du dialogue politique et la bonne gouvernance. La trilogie que nous formons travaille sans relâche pour remplir de son mieux la mission qui lui est confiée. On a l'habitude de nous identifier comme étant Dieu le Père et ses fils. C'est une plaisanterie, bien entendu, mais ce n'est pas un sacrilège. De toute façon, le pasteur est là pour nous aider à ne pas penser aux affres de l'enfer pour cette plaisanterie. Les embûches dressées par les maîtres du chaos et le désir et le désintéressement à certains égards des décideurs n'ont pas affecté notre détermination à mettre en place les structures nécessaires à la poursuite de nos objectifs. Les membres du Haut Conseil de la transition, conformément au terme de l'accord du 21 décembre 2022, assurent le partage des responsabilités telles la formation du Conseil électoral et la mise sur pied de l'OCAG, ainsi que le suivi des grands dossiers de l'État discutés en Conseil des ministres, dont la composition devra être revue incessamment. Le Haut Conseil est une institution nouvelle, ne disposant pas encore de moyens adéquats devant lui permettre d'enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda. L'apprentissage est pénible. C'est cependant mal nous connaître que de croire que les manœuvres déloyales des uns et l'insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier. Nous maintenons un contact étroit, lucide et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi?
Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs, dans des projets aux conséquences imprévisibles, alors que ce pays, qui ne rêve que de paix et de liberté, croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours? Comprendrez-vous, enfin, membres de la communauté internationale, que ce peuple se meurt sous les poids conjugués de l'exploitation, de la corruption et du sous-emploi? Nous assistons impuissants à cet exode des compétences mues par le désespoir. Nous apprécions l'aide apportée à certaines institutions, mais il nous faut garder à l'esprit que le chômage est un vivier du gangstérisme. Les jeunes ont surtout besoin de formation et de travail. Contribuer à cette fuite de la main-d'œuvre n'est pas la meilleure formule. La création d'emplois demeure une option pouvant assurer cette stabilité à long terme à laquelle nous aspirons tous. J'invite les participants à inscrire cet aspect dans leurs travaux. Je m'arrête et je vous invite à quelques secondes de réflexion pour saluer la mémoire du jeune Carl Hudson Azor, sans doute porté à s'immoler. Puisse son âme reposer à l'ombre des héros au pied desquels il s'est volontairement sacrifié. Nous avons une approche multisectorielle de l'insécurité et en Haïti, nous avons les compétences requises pour la mettre en œuvre. La solution n'est pas la prise en charge totale du pays et de ses institutions, et encore moins, quel que soit le justificatif d'une telle démarche, une délocalisation des discussions portant sur la connaissance des mœurs, du mode de vie des habitants, des frustrations des jeunes, des abus faits aux petits paysans, de la décapitalisation des victimes du passé et des affinités du peuple. Le rêve haïtien appartient à chaque Haïtien. Laissez-le le définir et le vivre. Le dialogue doit être avant tout inter-haïtien et se dérouler en Haïti, théâtre de ce qui nous accable et nous fait espérer. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement d'avoir répondu à l'invitation du HCT. Je formule le vœu que vous contribuerez durant ces 2 jours, chacun à réaliser ce grand chantier, ce grand cahier de charges devant guider les décideurs à prendre les mesures adéquates en vue de lutter efficacement contre ce fléau qu'est le banditisme. Je remercie tout particulièrement le Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement d'avoir accepté de contribuer à la tenue de ces assises et tous les acteurs internationaux qui ont répondu positivement à nos incertitudes. Ceux qui, par leurs conseils, qui, par leurs engagements, à participer au suivi des recommandations des ateliers de travail, feront de ce forum un succès. Je salue les efforts de l'Institut de facilitation pour la paix qui a contribué à l'organisation et à la coordination de cet événement. Je remercie à distance ceux qui ne se sont pas déplacés.
parce qu'ils estiment peut-être qu'ils savent tout sur la question de l'insécurité. Notre invitation visait justement à élargir le cadre des discussions en réunissant les victimes et les spécialistes autour de cette hydre aux 1000 formes dont les tentacules profondes, silencieuses et cachées transforment peu à peu la matrice même de l'existence de la nation et assombrit la vie collective. Il y a encore beaucoup à apprendre des discussions qui vont se dérouler. Est-ce présomptueux de prétendre que vous perdez quelque chose en étant absent? Je ne le crois pas. En tout cas, je fais le pari qu'à posteriori, vous pourrez encore contribuer à la réalisation de ce plan global auquel nous aspirons. Il y a beaucoup de compatriotes qui scrutent nos activités pour en déceler les failles, en se demandant avec ironie à quoi tout cela va servir. Ces éternels sceptiques ont parfois raison, puisque la confiance dans la sincérité des dirigeants s'effrite de plus en plus. Le bénéfice du doute est un blanc-seing à accorder en toutes circonstances pour mettre à l'épreuve la volonté de bien faire. Je les comprends et je les invite à nous rencontrer, ici ou ailleurs. Ainsi parviendrons-nous à trouver un consensus pacificateur capable d'apurer nos différences. Mes collègues et moi avons suivi avec attention la dénomination que pourrait prendre cette rencontre qui nous réunit. Colloque, congrès, réunion, assemblée, débat, etc. Nous nous sommes en fait arrêtés à table ronde, c'est-à-dire un espace autour duquel des personnes se retrouvent non seulement pour échanger et partager des idées, mais pour les étendre et les enrichir. J'ai retenu ces deux principes fondamentaux qui caractérisent la table ronde: l'égalité entre les participants et la liberté dans l'expression. Et on peut même ajouter le sérieux même de l'expression appelée à produire des résultats programmés attendus. Personnellement, j'aime bien le mot « extra » utilisé largement dans de pareils contextes pour mesurer les retombées traduisant le classique mouvement constructeur du donnant-donnant. De cette table ronde, je fonde l'espoir que vous allez travailler à obtenir 3 extras. Une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au HCT qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations. Un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la Constitution sous une forme à définir. Enfin, la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant mais raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes. Et pour atteindre les objectifs précédents, la table ronde s'appliquera à élaborer les éléments de renforcement de la gouvernance du pays par le rétablissement des organes de l'État et de ses